Cet épisode du podcast du GCR vous est présenté par Siscar. Siscar, la centrale d'achat aux côtés des réseaux automobiles depuis 1970. Nouvel épisode donc des podcasts du GCR sous le titre de partenariat avec Noël Wittrich, président du groupe Wittrich SAS, groupe en Alsace et plus particulièrement à Molsheim, et avec Bernard Cambier pour la DCF. Alors Bernard, pour commencer, faisons un petit retour en arrière si tu veux bien. Quel constat faisais-tu sur la distribution, le commerce de Renault en France en prenant tes fonctions de directeur commercial France à l'époque? Et puis Noël, est-ce que le réseau partageait cette même analyse, ce même constat? Bonjour Hervé, bonjour Noël. Je suis vraiment très content de vous retrouver, un peu d'émotion. Alors le constat que je faisais en arrivant comme DCF en 2009, en fait ce que je voudrais dire c'est que il y a un peu plus de 10 ans, c'était hier, mais avec l'évolution de la distribution automobile, on a vraiment l'impression que c'était la préhistoire et qu'il s'est passé quand même énormément de choses. Le premier point qui était extrêmement fort, il y avait une montée en puissance d'Internet. Il y avait une baisse des visites réseau par les clients. On commençait à avoir des leads d'une manière relativement importante et ils étaient pas suffisamment traités, c'est-à-dire traités à 50% et traités au moins au minimum dans les 24 heures. Il y avait une montée en puissance des sites internet, des constructeurs et même des concessions, VN et véhicules d'occasion. Et ce qui est absolument clair, c'est que l'expérience physique client ne devait pas être inférieure à celle du digital et le réseau devait prouver sa valeur ajoutée et ça n'était pas du tout évident parce que nos affaires avaient vieilli. En après-vente, on avait quelques difficultés de perception et d'image. Notre diversité du genre essentiellement était extrêmement pauvre et il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose pour que le réseau prouve sa valeur ajoutée par rapport à toute cette évolution qui se passait par rapport au digital. Au départ, on était un peu surpris, on n'était pas trop habitué au changement de mode de consommation du client. Je pense qu'on a eu un peu de mal à appréhender cette situation parce qu'on n'était pas du tout habitué. On n'avait pas forcément encore la même vision que Bernard, on n'était peut-être pas aussi précurseur en la matière parce que c'était quand même pour nous un changement d'habitude de travail. Pour nous, pour nos collaborateurs, parce qu'on avait l'habitude à ce que le client vienne chez nous spontanément, et ça nécessitait quand même des méthodes de travail nouvelles. Donc il a fallu adapter aussi nos méthodes de travail à cette demande du client. Nous sommes donc en 2008-2009 et c'est donc dans un contexte de mémoire, un contexte économique mondial particulièrement tendu, n'est-ce pas ? Oui, là, c'est tout à fait vrai, Hervé. À la fin des années 2008 et début 2009, nous étions en pleine crise, une crise du cash qui était juste énorme. Et ensuite, les crises se sont suivies parce que la crise du cash, nous, on a connu la crise des approvisionnements puisqu'il y avait eu un tsunami au Japon qui touchait toute l'automobile. Et les premières estimations que Renault avait faites, c'était qu'il pouvait nous manquer 700 000 voitures. Et à l'époque, nous avions dû complètement inverser le mix diesel versus essence. Donc, compte tenu de ces différentes crises, et c'était très difficile pour le réseau d'accepter de se remettre en question et d'investir et de changer ses modes de travail. Les différentes crises ont accentué les difficultés de la nécessité de changement qui était pour moi et d'ailleurs pour tout le monde après complètement impérative. Donc vous lancez à la DCF la fameuse révolution du service, c'est bien ça. Et c'était pas seulement les services qu'il fallait changer, un certain nombre de services, faire évoluer. Il fallait vraiment changer de culture et changer la vitesse d'implémentation de cette nouvelle culture du traitement du client. Et à la fin, mais je pense que c'est toujours vrai, mais pour d'autres raisons, pour le réseau, de vraiment prouver sa valeur ajoutée par rapport justement au digital et à la montée en puissance d'Internet. Même si effectivement la situation était extrêmement critique. Alors nous on est quand même concessionnaire historique, donc 3 générations. Le constructeur a toujours soutenu son réseau. Moi, j'en ai fait l'expérience à titre personnel, qu'on n'avait pas de doute à ce sujet. Après la tâche était quand même extrêmement complexe. Donc il y avait quand même des réticences et des incertitudes. Pouvez-vous nous rappeler les principaux axes de cette feuille de route, de ce cap, de cette révolution du service ?
La première chose, c'est que, comme je l'ai dit, on avait vraiment des affaires vieillissantes et nos affaires étaient moins séduisantes que celles de la concurrence. Et ça pour une raison toute simple, c'est que le réseau Renault était essentiellement monomarque jusqu'aux les années 93-94 et ensuite ça a très très vite évolué et bien évidemment les concessionnaires ont utilisé leur capacité d'investissement pour acheter des concessions d'autres marques et ne pas investir ou réinvestir dans la marque Renault, dans la marque d'origine. Donc on avait des affaires qui étaient vieillissantes et il fallait les updater par rapport au goût du jour et ce qu'attendait le client et retrouver un effet waouh quand le client rentrait dans nos showrooms, surtout par rapport à son expérience digitale. Donc nous avons fait un choix à l'époque parce que, comme je le disais, on était en crise, il fallait choisir, on ne pouvait pas tout faire, donc on a fait le choix de faire des Renault Stores, c'est-à-dire de refaire complètement l'intérieur des showrooms et pas l'extérieur, et de recréer un univers client qui représentait les valeurs de la marque. Donc nous avons créé et imposé à tous les concessionnaires les Renault Stores, et nous avons également par ailleurs développé la marque Dacia et sponsorisé entre guillemets le nouveau concept que nous avions créé, les Dacia Box. Nous avons imposé un traitement des leads complètement différent, avec un traitement minimum en 2 heures maximum et 100% des leads traités. Nous avons aussi accentué la formation des équipes avec les écoles de vente que nous avons vraiment relancées, qui existaient depuis très très longtemps et qui a toujours été un atout pour Renault. Mais nous avons donc relancé une dynamique des écoles de vente. Nous avons essayé d'imposer une féminisation des équipes et en après-vente, nous avons essayé de transformer nos boquettes avec une réception après-vente plus dynamique, plus moderne, des prises de rendez-vous sur Internet. Déjà, on a commencé à l'époque, et intensifier et développer les tablettes et le tour du véhicule, augmenter la féminisation d'après-vente, essentiellement pour les réceptionnaires, qui étaient trop des experts après-vente, pour donner aux réceptionnaires une notion beaucoup plus généraliste. Noël, comment avez-vous réagi à l'époque, vous, le réseau commercial, à ce véritable plan de bataille qui demandait de vous remettre réellement en question ? On était un peu surpris au départ parce que c'est vrai qu'on est tellement habitué à rentrer dans nos showrooms qu'on se rend pas forcément nous compte parce qu'on se met pas forcément à la place du client. Donc il y avait quand même un gros travail puisqu'on a réétudié le parcours client, les séparations des zones. Donc c'était quand même très intéressant et très instructif. Le coup de pouce de Bernard, c'est qu'effectivement, il nous a quand même aidé financièrement. Dans une période compliquée, c'était quand même un point très positif. Et je pense qu'on est tous contents aujourd'hui, même à 10 ans en arrière, ou 10 ans plus tard plutôt, on a des très beaux showrooms. Voilà, ils sont restés d'actualité. Après une période de doute, je pense qu'on a quand même tous saisi l'opportunité d'aller de l'avant. Un des aspects de cette révolution du service, c'est la mise en place de standards qui devaient être déployés au même niveau partout en France. Est-ce que ça s'est passé sans grincement de dents, Bernard, Noël ? Une marque forte respecte les standards de la marque. Ça, c'est vraiment un constat qu'on peut faire et qu'on peut faire au quotidien quand on est client, on le voit. Et une marque forte, c'est implémenter des nouveaux standards assez vite. Alors même si la très 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 grande majorité du réseau appliquait à ces standards, mais chacun avait quand même sa propre vision des standards qu'on voulait imposer. La couleur du carrelage un peu plus foncé, un peu plus clair, voire un peu plus de bois. Et là, il fallait vraiment être vraiment extrêmement directif dans le respect à 100% des standards de la marque qui avait été décidé à l'époque. Et sinon, il n'y avait pas la bonification qui était liée à l'implémentation des Renault Stores. Chaque affaire a ses petites spécificités, donc voilà, on a eu un peu de mal à s'y habituer parce qu'on est un peu dans notre c'est un peu notre deuxième maison, donc on aime quand même faire un peu comme on veut chez nous. Après, c'est logique aussi que le client il retrouve une identité en fait dans chaque affaire, mais c'est vrai que les concessionnaires aiment quand même la souplesse, on va dire. Autre sujet, c'est le traitement des leads. Là aussi, c'est un pas de géant qui a été franchi à l'époque. On peut même dire qu'on a changé d'époque, c'est le cas de le dire, et ce n'est pas fini comme sur tout le digital en général. On avait une montée en puissance des leads, et ces leads n'étaient pas encore complètement acceptés globalement par le réseau. Donc il a fallu faire un suivi affaire par affaire du traitement des leads et faire prendre conscience de l'importance de ces leads. Mais c'est pas venu tout seul, et on voit bien aujourd'hui que ça peut parfois poser encore quelques difficultés dans certains domaines, à la fois dans l'automobile, mais ailleurs que l'automobile. Aujourd'hui, on n'est plus à traiter les leads en moins de 2 heures. On en est vraiment au tchatch
c'est-à-dire parler avec le client immédiatement quand il a une question. Et on voit bien les coûts qui ont été générés aujourd'hui par le traitement des leads. Donc ça prouve bien, dans la mesure où le réseau est capable d'énormément investir sur le traitement de ces leads, de son importance. Au départ, les commerciaux étaient assez réticents par rapport à ces leads. C'est vrai qu'ils avaient vous avez assez de clients qui rentraient dans le showroom, donc c'est vrai qu'ils le prenaient un peu de haut en disant oui, c'est pas très qualitatif, on perd notre temps, il fallait vraiment les tracer à la culotte. Je me rappelle puisqu'on faisait des suivis pratiquement journaliers, ils s'arrivaient toujours d'expliquer pourquoi ils l'avaient pas fait. Puis au fur et à mesure que les clients sont moins venus, que quelque part ceux qui ont commencé à traiter les leads, il y a quand même eu des retours, ils ont fait des commandes et là effectivement la perception des vendeurs a changé et ils ont commencé quand même à comprendre l'importance de ces leads. Et c'est vrai qu'aujourd'hui là-dessus il y a plus de problématiques, ils les traitent très très rapidement parce que voilà, c'est finalement entre le comparatif entre les leads et les clients qui rentrent, on a plus de leads que de clients qui rentrent. Donc pour faire venir le client, ça passe principalement par des leads. Bernard l'a dit en introduction, la diversité, la féminisation du réseau était à tes yeux majeure. Quel souvenir en avez-vous tous les deux, Noël, pour commencer ? La distribution automobile, en général, est quand même assez machiste. Pour les femmes, c'est quand même très compliqué à tous les niveaux, que ce soit en réception, en vente. Moi, je l'ai vécu à un poste de direction, donc voilà, il faut quand même faire ses preuves, beaucoup plus qu'un homme. Alors c'est vrai que moi, je suis arrivée... j'étais déjà dans l'entreprise, mais j'ai intégré le poste de direction au moment où Bernard était directeur commercial. Donc, il m'a fait confiance, mais c'était pas gagné d'avance. Lors d'une convention du GCR, il a quand même été dit que, en fait, non, on pouvait pas prendre de femme en tant que commerciale puisque le samedi, elle devait faire les courses et garder les enfants. Donc, je me suis dit dans ma petite tête, mais comment font les caissières du supermarché ? Parce que elles travaillent le samedi et à moins de signer comme quoi elles n'auront jamais d'enfants, c'est compliqué. Et c'était il y a pas très longtemps, c'était peut-être il y a une dizaine d'années. Et moi personnellement, on m'a dit que j'avais des enfants, que j'étais mariée et que j'avais mieux à faire que de m'occuper d'une concession. La féminisation des équipes pouvait être un atout et un avantage compétitif par rapport aux autres si nous le faisions plus vite et plus fort et avant les autres. Pour conclure ce podcast, question simple et directe à chacun, quelle est finalement la valeur ajoutée d'un réseau de distribution, j'allais dire, physique ? Pour moi, la valeur ajoutée aujourd'hui, c'est en fait un relais de proximité pour le conseil, donc par l'essai, la visibilité des véhicules, la réassurance aussi par rapport à ce que le client a pu voir sur Internet, puisqu'il y a maintenant pratiquement toujours une première partie de découverte sur Internet, et après pour effectivement aussi organiser la livraison et la prévente. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement bon parce que c'est aujourd'hui ce qui nous permet d'exister. Et l'enjeu pour le réseau aujourd'hui et pour continuer à subsister pour demain, c'est toujours prouver cette valeur ajoutée aux constructeurs. On voit bien que les constructeurs on parle du coût de distribution, on entend des chiffres sciemment ou pas du tout erronés de l'ordre de 30 à 40% selon les marques, selon les régions. Dans ce coût de distribution, il y a les réseaux et bien évidemment, on peut être tenté quand on est constructeur de supprimer toute une partie de ce coût de distribution pour retrouver plus d'opérationnalité, plus de profitabilité. Donc je pense que vraiment l'enjeu pour aujourd'hui et bien évidemment pour demain, c'est toujours de prouver cette valeur ajoutée du réseau de distribution par rapport à toutes les évolutions que nous connaissons. Merci Noël, merci Bernard, merci beaucoup à vous deux pour cet épisode des podcasts du GCR. Cet épisode du podcast du GCR vous a été présenté par Siscar, la centrale d'achat, aux côtés des réseaux automobiles depuis 1970.